Amigos, debajo de la ceniza, el fuego duerme tan tranquilo. Qué triste saldrá nuestra risa si el viento arrastra a un caudillo. Disons, c'est février 78. J'attends mon anniversaire avec impatience parce qu'il y a 40 ans, la montre c'était souvent aux 10 ans. J'attendais ma montre et puis j'attendais pas que ma montre. Et la montre elle n'est pas arrivée et Victor il n'est pas arrivé non plus. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Mes parents étaient des Catalans qui ont passé la frontière avec la retirade, qui ont fait le camp de concentration d'Argelès, qui sont après allés sur Paris où ils sont rentrés dans la résistance. Alors effectivement, quand on me parle de ce qui s'est passé, la première chose qu'on me demande c'est mais en quelle année ça t'est arrivé ça? Et je réponds c'est en 78. Aussitôt on me dit mais attends en 78 Franco il était mort depuis longtemps. Et oui, il était mort, mais rien n'avait changé. Les lois étaient les mêmes, les juges étaient les mêmes, les flics ou la Guardia Civile, c'était les mêmes. Ils torturaient dans les prisons, on vous frappait dans les commissariats, on vous massacrait, on vous torturait dans les quartels de la Guardia Civile. Pas moyen de s'en tirer, il n'y avait plus qu'une chose à faire, c'est continuer la lutte. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos esperen el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama. Et donc j'ai décidé de descendre dans les Pyrénées-Orientales pour vivre à côté de la frontière. Et c'est là où j'ai rencontré Bernard Pancio, qui faisait partie d'un réseau ANAR, et on s'est branché, on a commencé à travailler, on a travaillé sur place. On a beaucoup travaillé avec l'Espagne, soit pour faire passer des prospectus, des revues, parce que les gens étaient quand même très très friands de savoir. Et puis, quand il le fallait, de passer aussi des armes, parce qu'on n'était pas là pour rigoler. Oui, je ne savais pas que Victor avait été arrêté. Mais je l'ai appris l'homme par un bombage où il disait la modelo n'est pas une pension si mal.
Alors, c'était quand même flagrant, en connaissant le nom de Bernard et le nom de Victor, que si mal c'était lui. Moi, le 2 février, j'étais chez moi, à côté de Perpignan, et arrive un mec que je connaissais, que j'avais vu plusieurs fois avec Bernard, et qui portait pour surnom El Rubio. Bon, il connaissait Bernard, pour moi c'était déjà une caution. Il me dit que les copains sont tombés à Barcelone, je dis je sais. Il me dit oui, mais il y en a 3 qui ont réussi à s'échapper. Il faut absolument que tu ailles les récupérer sur la frontière, comme tu l'as déjà fait. J'ai dit ok, demain matin, très tôt, je pars pour le Mas et je vais les récupérer. Et je lui ajoute, je ne suis pas sûr que ça se passera bien, je préfère y aller armé, j'emmène mes armes avec moi. Le lendemain matin, donc le 3, je prends la route dans le Val-Espire, je rejoins le Mas Bourbouille, puis je me dirige vers le Mas en Espagne, le Mas Puig. Je gare la voiture dans un endroit calme et discret, et puis à la dernière minute, je me dis il vaut mieux pas prendre les armes, surtout que il y avait un petit copain qui était là, qui décide de m'accompagner, tu vois. Je me dis je vais pas l'embarquer dans une affaire d'armes, je laisse les armes dans la voiture et on monte. On arrive à proximité du Mas et là, je me rends compte qu'il n'y a plus un seul bruit d'oiseau, alors que les oiseaux nous avaient accompagnés tout du long. Et je dis à Manel, je sais pas, je le sens pas là. En plus, on voit des traces de voitures qui n'auraient pas dû être là. Et je lui dis, on redouble. Et à ce moment-là, il sort des flics, de la Guardia Civile. Ils étaient au moins 9 qui sortent ils nous encerclent directement, ils nous encerclent, très très nerveux, très anxieux, et ils réclament les armes. Et j'ai pas d'armes. Si, on sait que tu as des armes. À partir de là, ils m'emmènent dans la petite guitoune où il y avait les chèvres, et là, ils commencent à balancer des baffes, des coups de pied, des coups de poing. Puis, ils me chargent avec Manel, le pauvre qui, lui, il n'était là pour rien, il comprenait rien à ce qui lui arrivait, le gamin. Et ils nous emmènent Calle San Pau, au quartel de la Guardia Civile, où là, on a eu 3 jours pas de baffe, 3 jours de torture, de vraie torture. El Rubio me vient un jour à la librairie, il me dit « Je viens de la part de Bus ». Bus, c'était le nom qu'on avait donné à un copain qui travaillait dans les bus de Barcelone. Ah, il dit « Oui, il m'a dit que je vienne te voir, que toi tu m'arrangerais des papiers, que tu... » Bon. Et comment tu as fait pour passer? Et il me dit, je suis passé par le fort de Bellegarde. Il connaissait le chemin. Bon. Et alors, je l'ai pris comme un copain. Il me demande, il dit, est-ce qu'on peut se procurer de sulfateuse? Je dis oui. Comme il vient de la part d'un copain de Barcelone, je dis oui. Et je lui vends 2 stènes. Le matin du 3 février 1978, j'entends frapper à la porte et là il y a El Rubio qui vient avec deux autres personnes et qui me demande qui rentre dans le Mas, qui dit il faut passer de l'autre côté parce qu'il y a des gens qui sont emprisonnés, tout ça. Et il avait une pochette, un sac en plastique avec des armes dedans. Il me dit prends une arme parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Et moi j'ai eu un doute à ce moment-là. Il n'y avait pas Bernard, donc pour moi c'était pas clair quoi. Et puis je voulais pas du tout prendre l'arme. Je me suis dit il y a quelque chose qui colle pas quoi, donc je refusais quoi. Et à partir de ce moment-là. À partir du moment où j'ai refusé, donc de suite, la garde civile est rentrée, ils m'ont menotté et donc ils m'ont mis dans un 4x4 qui était garé ici sur le chemin, quoi.
El Rubio, cet indicateur de police qui va dans un premier temps, dès fin janvier, indiquer à la police l'appartement qui servait de planque à Boni et à Nanda un couple qui était membre du groupe autonome de Barcelone, qui est rue Saragossa à Barcelone, qui va indiquer cet appartement qui leur servait de planque, dans lequel ils seront arrêtés. Et puis le lendemain, le samedi 4 février, c'est cette fois-ci son camarade Bernard Pancio, qui lui aussi a été appelé par El Rubio, qui lui a demandé de venir expressément à Barcelone pour lui fixer un rendez-vous. Il s'y rendra d'autant plus qu'il y aura donné rendez-vous à Pep Palo, qui était un militant de la CNT espagnole, réfugié à Perpignan, qui faisait partie du réseau Frente Libertario, et qui profitera de cette visite de Bernard avec qui il était très proche, puisqu'ensemble, ils participaient souvent aux opérations de passage de frontières pour rencontrer Bernard. Et donc, ils se donnent rendez-vous ensemble ce jour-là. Et donc, Bernard et Pep vont tranquillement aller manger au restaurant dans le barrio Gótico, sur le bas des Ramblas. Et c'est en sortant du restaurant vers les 16h qu'ils seront arrêtés par la police qui patrouillait à leur recherche et qui va leur tomber dessus et qui va cette fois-ci les arrêter. Bernard, Pep, puis Isabelle, la compagne de Pep, et ils seront, tout comme Victor Laveille, entraînés à la caserne de la garde civile à Barcelone, où eux aussi, pendant 3 jours, en tout cas pour Bernard, sera soumis à diverses tortures avant d'être, en début de semaine suivante, balancé à Barcelone. C'est lui. Alucinante. Me alegro mucho. Y yo también. Qué bien, ¿no? Eres el mismo, la cara es igual. Sí, bueno, potser. Sí, potser una mica. Havia la barba, ¿no? Te falta la barba y el pelo tan grande. Cuando nos detuvieron a todos, lo que pasó es que nos llevaron al cuartel de la Guardia Civil de San Pablo, en la calle San Pablo, y allí estuvimos 3 días, creo. El cuartel de la Guardia Civil lo he vivido mal, muy mal, porque me sentí muy maltratada psicológicamente. No me pegaron en ningún momento. No les faltaba ganas tampoco, tenían mucha gana de pegarme, pero no me pegaron. Pero el maltrato psicológico fue muy fuerte, me presionaron mucho. Bueno, cuando llegué a la Guardia Civil, habían como 4 o 5 que me llevaban, me subieron arriba a un cuarto. Y allí me sentaron. En el momento que me sentaron, se empezaron a rodearme unos 8 o 9 guardias civiles y me taparon con una bolsa de plástico. Empezaron a golpearme en el hígado, tal y cual. Me desmayé 2 o 3 veces, me reanimaron otra vez. Aquella noche me llevaron al calabozo y me dejaron cogido con las esposas, con los pies tocando el suelo nada más, ¿sabes? Y así me tuvieron toda la noche. Y bueno, estuvimos 3 días, me parece, allí. 3 días y 3 noches. Les tortures, il y en a une qui était de nous suspendre par les poignets sur une grille avec les menottes, avec simplement la pointe des pieds qui touchait par terre et de nous laisser des heures comme ça. Alors évidemment, plus on fatiguait, plus ça faisait mal, plus c'était insupportable. Sinon, ils te mettaient une cagoule sur la tête, tu n'y voyais plus rien. Ils étaient 7 ou 8 autour de toi, à te balancer des coups de pied, des coups de poing. Tu avais les mains menottées dans le dos, tu voyais rien, tu ne pouvais pas te défendre. Je crie pour me défendre, à moi les étrangers. La vie est bonne à prendre et belle à partager. Si les massacres s'accumulent, votre mémoire s'atrophie et la sinistre marée noire couvre à nouveau notre avenir. Vous cherchez dans le crépuscule l'espérance de la survie. Les bruits de bottes de l'histoire n'éveillent pas vos souvenirs. Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit.
les mecs qui nous avaient capturés de la Guardia Civile, à moi, ils me disaient, tu vas en prendre pour 100 ans, tu sortiras jamais de cette prison. Tu vas être déclaré terroriste, on va dire que tu avais des armes sur toi, et tu vas prendre 100 ans dans la... bon, même si je ne les croyais pas totalement, ça faisait quand même un petit frisson de savoir qu'on risquait une centaine d'années de prison. Tu vois, je serais ressorti à 125 ans, j'étais peut-être pas très frais. Después de pasar por el juzgado, me llevaron a la prisión de la Trinidad Vieja, en Barcelona. Es la prisión de mujeres, donde estaban unas monjas, regían la prisión unas monjas que se llamaban las Cruzadas Evangélicas de Cristo Rey. Eran auténticas nazis, eran muy malas con las mujeres, eran crueles con las mujeres, con los sentimientos de las mujeres. Si una mujer tenía un hijo, la separaban de su hijo, le hacían cosas así terribles, ¿no? Tout simplement, on nous a amenés à la Modelo, et là, on nous a jetés dans les cellules, et on n'avait rien, on ne savait pas de quoi ce qu'on nous reprochait. Parce que si c'était juste un passage de la frontière, ça ne méritait pas ce qu'on avait reçu. C'est vrai qu'il y avait la menace par rapport à Maria, par rapport à Germinal, le bébé, quoi. Donc de dire, on va l'envoyer chez les bonnes sœurs, le donner à une famille. Donc il y avait, on savait que ça existait en Espagne. Hein. Comme je savais comment ça se passait dans les prisons espagnoles, quoi, j'avais quand même beaucoup de craintes par rapport à mon épouse, enfin à ma compagne à l'époque, Maria, et Germinal, notre enfant, parce que je n'avais aucune nouvelle. J'avais aucune nouvelle. Aussitôt, la COPEL est venue nous contacter et assurer notre protection. Ils savaient qui on était, ils savaient que le groupe de Barcelone avait fait sauter la porte à Noël, histoire de faire coucou au taulard. Manque de peau, ça avait blessé un des matons. Quand ils sont arrivés, ils ont été reçus. Hein. Bonnie, Nanda, non, Nanda, elle était chez les femmes, mais Bonnie et Andrés, ils ont reçu parce qu'ils se sont un peu énervés, les matons. Ils n'avaient pas du tout aimé. A la Modelo los esperaban los funcionarios porque sabían que habíamos sido nosotros los que pusimos la bomba en la puerta. Entonces nos encerraron en una celda que estaba completamente destruida con la intención de venir por la noche y darnos fuerte. À partir de fin janvier 78, début février 78, c'est une vague d'arrestations entières qui concerne des centaines de personnes à travers toute l'Espagne, essentiellement à Madrid, Barcelone et Valence, de gens qui vont être arrêtés, mais aussi des gens avec qui sont liés de l'autre côté des Pyrénées, essentiellement sur Perpignan, et qui sont des gens issus des mouvements de la solidarité antifranquiste sur les années qui précédaient la fin du franquisme et qui faisaient passer du matériel clandestin de propagande antifranquiste par-delà les Pyrénées, et puis dans l'autre sens, qui exfiltraient des gens qui étaient en danger par rapport au régime franquiste et qui leur permettaient de venir se réfugier à Perpignan. Et ce groupe de solidarité sur Perpignan, qui est un groupe, un réseau informel, et ce groupe va être pris dans cette répression, dans cette vague de répression, et va être monté en épingle comme réseau terroriste international. Et ça va être la seconde étape, février 78, de la criminalisation de la CNT à travers donc la mise en avant médiatique de ce fameux réseau terroriste international qui a des relais à Perpignan et en Espagne, structuré autour du groupe autonome de Barcelone qui serait présenté comme un des bras armés de la CNT et qui aurait comme relais, donc de l'autre côté des Pyrénées, un groupe de solidarité internationale, parmi lesquels on trouve notamment Victor Simal et Bernard Poncio. Quand on s'est fait arrêter, c'était pas par hasard. Hein. La police avait bien monté son coup, surtout la Guardia Civile. Et il y avait plusieurs raisons à ça. La première, c'est que la Guardia Civile et la police étaient en train de se bagarrer pour avoir la direction du contre-espionnage et du terrorisme. Donc il leur fallait absolument des terroristes. On a été ces terroristes-là pour eux.
Ils nous ont fait venir, ils nous ont tendu des pièges pour pouvoir dire, vous voyez, c'est international. Il y a des Espagnols, mais il y a aussi des Français. Nos copains sont embarqués, piégés, torturés, pour leur faire avouer un peu tout et n'importe quoi. Oscar, Victor, Bernard, par la même personne. Donc un mec qui s'appelait José Martínez Gómez, un jeune mec de 25 ans à peu près, ou un peu moins même, que Oscar avait passé par la montagne, donc il s'est présenté comme un réfugié, poursuivi politiquement. Il avait déjà, je pense, infiltré avant des groupes espagnols. Donc eux trois, quand ils se retrouvent en prison, et même avant, ils ont compris qui était El Rubio. Nous, en prison, on a su tout de suite qu'à Perpignan, il y avait le CAR, le comité anti-répression, qui s'était formé très rapidement et qui a fait un boulot absolument énorme autour de nous. Et ça, c'était réconfortant parce qu'on se disait, on n'est pas tout seul, quoi. Hein. Et sur Perpignan, il y avait du collage d'affiches, il y avait des tracts, il y avait de la musique, il y avait de la chanson, il y avait des concerts, tout ça pour nous soutenir. Et ça, nous, de notre côté, ça nous réconfortait. Et on savait aussi que ça faisait chier l'État espagnol. Et ça nous faisait du bien aussi. Le 19 février 1977, à Madrid, va y avoir une conférence de presse, la première conférence de presse officielle de la CNT pour rendre publique cette organisation anarcho-syndicaliste dans le nouveau paysage politique et social espagnol et pour s'affirmer face à l'opinion publique et face à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses espagnols que la CNT est de retour, que la CNT est reconstituée, que la CNT est de nouveau active en Espagne et qu'elle porte un projet social, révolutionnaire et libertaire de nouveau dans cette période de transition démocratique. Première conférence de presse et puis qui va dans la foulée entraîner une série de meetings qui vont attirer des milliers voire des dizaines voire des centaines de milliers de personnes, d'Espagnols qui sont réceptifs et qui sont en attente de l'alternative sociale que peut représenter la CNT. En nombre de la Confederación Nacional del Trabajo exigimos la inmediata excarcelación. ¡Presos a la calle! ¡Comunes también! ¡Presos a la calle! ¡Comunes también! ¡Presos a la calle! ¡Comunes también! Negras tormentas agitan los aires, una niebla espesa nos impide ver, expande la simiente del dolor y la muerte, es la guerra eterna que manda el poder. Donc fin 1977, la CNT va se retrouver seule à contester les pactes de la Moncloa, puisque c'est toute une série de pactes, et ça va même aller jusqu'au sommet de l'État, puisque février 1978, le ministre de l'Intérieur, donc Rodolfo Martín Villa, va aller jusqu'à déclarer début février qu'il faut en finir avec la montée de l'anarchisme en Espagne et que l'anarchisme est un facteur de déstabilisation de la démocratie et de l'État espagnol qui est supérieur au danger que représente le terrorisme basque de l'ETA. Donc, en gros, la CNT est clairement montrée par le ministre de l'Intérieur en février 1978 comme l'ennemi public numéro 1. Voilà que d'autres bras tendus s'en vont strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter les pendus au couchant d'une autre après-guerre. Et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne. Amis dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre
Il y a une brigade spéciale de la police qui s'appelle los antidisturbios, les anti-désordres, et qui sont spécialisés là-dedans. Eux, leur plaisir, c'est de tabasser les toilards. Donc, ils nous envoient ces mecs-là. Con sus efectivos discretamente vaya desplazándose hacia la calle Entensa. Tal como está el despliegue, desplácese, coloque un despliegue a lo largo de la calle Entensa alrededor de la cárcel. Por Rosselló, por Provenza, por Mallorca, por aquellas calles. Cambio. Ça commence par des tirs de grenades lacrymogènes, ça continue avec des tirs de balles de caoutchouc. On n'est pas en reste, hein. Nous ils prennent tout ce qu'on a sous la main, on met le feu au matelas, on leur balance dessus, mais au bout du compte, quand nous on n'a plus rien, eux ils ont encore, et là ils entrent dans les cellules, ils sortent des armes courtes comme des revolvers en menaçant de nous abattre, et ils nous font faire le tourbo. Le tourbo c'est le couloir tout au bout de l'escalier, où il y a les flics à droite et à gauche. Toi, tu dois avancer, tu n'as pas le droit de t'arrêter, tu n'as pas le droit de lever les mains en l'air, et tu prends à droite, à gauche, des coups de matraque, des coups de crosse de fusil, jusqu'à l'extérieur où on te colle contre un mur, debout, les jambes écartées, les bras écartés, et tu restes comme ça 4, 5, 6 heures. Le premier qui bouge, il se prend une rafale de coups de crosse. Hubo un motín muy fuerte y entraron los antidisturbios a pegarnos a todas las mujeres y fue un escándalo muy grande. Rompimos los cristales de los locutorios, todo fue un destrozo horrible y nos castigaron. Nos castigaron, era en verano y yo recuerdo haber estado en una celda de castigo donde daba el sol. Yo creo que debía haber como 60 grados de calor allí. Por todo cerrado, con cristales, que entraba un cristal grueso, que hacía como mantenía más el calor, ¿no? Alors, tout ce qu'on va faire par rapport aux arrestations et à ce qui se passe dans les prisons pour nos copains va être en même temps systématiquement doublé d'une information sur les mutineries en prison, dans les prisons espagnoles, essentiellement le modèle de Barcelone, un peu Carabanchel, d'autres. Parce que dès que Victor, Bernard et les autres arrivent en tôle, le 9 février, il y a une grosse mutinerie. Oui, je me souviens très bien de certaines images, notamment celle de la violence de la police, les antidisturbios qu'on appelait, du mouchoir jaune, qui entrait à tabasser, qui entrait à massacrer les prisonniers. Oui, on a été très tabassés, j'étais blessé dans la tête. Y entonces fue cuando vino aquel motín tan fuerte que tú me quitabas el colacao o la leche condensada cada vez que iba a tirar algo a la policía. Porque el Víctor era cocinero y entonces se preocupaba mucho de que no tirásemos las cosas importantes. Y allí nos cogieron, nos metieron en celdas y después fueron celda por celda dando castigos. Yo oía la voz del Andrés chillando como un loco, pues estaban pegando y el siguiente era yo. Y cuando entraron, pues claro, vinieron y me dieron la del pulpo, que se dice en España. El pulpo es que te dan fuerte para que se te rompa todo. Mais pour moi, c'était un moment quand même de... il y avait beaucoup de peur en prison. La obra penitenciaria que en nuestra nación se realiza está inspirada en la idea católica de redención. Sobre todo hombre, por el hecho de ser hombre debe brillar la esperanza. Y la esperanza brilla como el sol en todas las prisiones españolas, que no son lóbregas ni llenas de mazmorras, sino amplias y bien iluminadas. A nuestros presos se les llama por su nombre y se les reconocen sus derechos humanos. Todos somos criaturas de Dios y por este solo hecho podemos redimirnos y salvarnos. La situación de las cárceles durante los últimos años del franquismo eran especialmente duras por innumerables causas.
sobre todo porque existían muchos funcionarios de prisiones fascistas, torturadores, el miedo era colectivo, la miseria, la ignorancia, la falta de alimentación, etcétera, eran muy duros y las condiciones en general eran muy precarias. Los malos tratos y las palizas eran cotidianos. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés. Les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entr'ouvertes, un ordre viendra les souder. Des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. El cangrejo. El cangrejo. Ça, c'est la tôle pénitentiaire la plus dure qu'on peut te coller dans cette prison. El cangrejo, ça veut dire le crabe. Tu peux rester là-dedans très très longtemps. Tu n'as plus le droit de sortir, même pas une demi-heure à la récréation. Tu es enfermé tout seul. Et le soir, de temps en temps, il faut bien s'amuser un peu, ils vous balancent un grand seau d'eau froide sur les couvertures et tu passes la nuit avec ça. Pendant que j'étais à la Modelo, je ne me suis pas rendu compte exactement de combien il y avait de tunnels. C'était pas possible. Ça creusait dans tous les coins. Moi, par moments, je me disais, putain, mais cette prison, elle va s'effondrer, on va tous partir, quoi, tu vois. C'était partout. Nous, on a eu la chance de faire un tunnel qui était un peu meilleur que les autres. Et c'est grâce à Bernard, qui lui était du métier. Et c'est grâce aux mecs de la Coppel qui lui ont fait confiance. Alors, ce tunnel, eh ben, il partait de l'infirmerie et il descendait directement dans les égouts. Le problème, c'est que les premiers qui sont arrivés au bout qui ont fini par percer le tunnel, théoriquement, ils devaient attendre à l'intérieur que tout le monde soit passé, les 200 personnes. Or, ça a été plus fort qu'eux, la liberté était devant eux. Non seulement ils n'ont pas suivi les consignes, mais ils sont sortis devant la prison. Donc les matons, ils voient ça. Ils ne comprennent plus, ils appellent tout de suite. Et nous, quand on est arrivés, on était les numéros 40 et quelque chose, on est arrivés pratiquement en même temps que les matons, on a juste eu le temps de faire demi-tour pour ne pas se faire repérer. Mais voilà, ce jour-là, on est resté en tôle, on n'est pas sortis. Y ahí tenías que haber estado tú. Y no estabas. Y entonces cuando nos dimos cuenta se habían ido todos, menos nosotros, que lo organizamos todo. À la suite de la découverte d'un tunnel d'évasion, s'engage une nouvelle épreuve de force avec l'administration. Et là, il va y avoir des automutilations et des protestations qui vont redémarrer de manière massive. Donc il y a entre 300 et 400 prisonniers qui se mutilent, qui se roulent les veines, qui s'abîment beaucoup. Et Victor et Bernard n'ont pas envie d'en faire autant, mais ils sont là pour les aider, les soutenir, les penser, les soigner. Donc tout ce déluge de sang est fait aussi pour attirer la presse dans la prison. Et ce qui va se passer, dans la presse rentre dans la prison et rend compte de la protestation. Los Cortes, c'est quand il y a une mutinerie comme celle qu'on a subie ici à 3 reprises. Les gens de la Modelo avaient décidé de se tailler les veines, histoire de bien se faire remarquer et qu'on les embarque à l'hôpital. C'était du Fellini, tu vois. Après, ils se trempaient les doigts dedans, ils se maquillaient avec. Enfin, c'était complètement affolant, c'était spectaculaire. Quand tu avais dans la nuit 300 personnes qui se taillaient les veines, ça se remarquait, tu vois, ça se remarquait. Donc, avec Bernard et avec les autres copains, on a connu 3 fois des mutineries. Celle qu'on a surnommée la Nuit Rouge, c'était la pire de toutes. C'était 300 personnes. 300 personnes, alors, tout était ouvert dans la tôle, ça fait que les gens sortaient tous au niveau du central, et tout se passait là. Alors il y avait des tables, et les gens passaient, et il y avait un mec avec une lame de rasoir, tchac, tchac, au suivant, tchac, tchac, au suivant. Mais attends, avec très peu de lames, c'est-à-dire heureusement que le sida n'existait pas encore à l'époque. Une fois qu'ils avaient fait ça,
il y avait un mec à côté qui les épongeait. Moi, j'étais au 3e rang, je leur envoyais une seringue pour désinfecter tout ça. Et puis, il y avait Bernard en bout de route qui passait un coup de chiffon avec de l'alcool. Et après, les mecs, ils demandaient à aller à l'hôpital, ce qui n'était pas facile à obtenir, hein. Par contre, il y en avait, alors là, c'était hallucinant. Moi, j'en ai vu un qui a pris la lame de rasoir et qui s'est ouvert de part en part. Là, c'était obligé, l'hôpital. Ils n'ont pas eu le choix. Il a fallu qu'enfin, ils cèdent à 2 revendications. La première, c'est d'embarquer les gens à l'hôpital. La deuxième, c'était de faire rentrer la presse dans la prison. Et ils l'ont obtenu. De tal manera, yo vuelvo a insistir lo que he dicho a sus compañeros de otra edición del telediario o otro programa de televisión, que yo asumo esa responsabilidad, que no quiero que recaiga sobre las plantillas ni sobre el director, que en consecuencia cualquier fallo que haya podido haber por la política penitenciaria emprendida por mí, yo lo asumo. Ahora bien, yo estoy absolutamente convencido que quien ha podido fallar en este caso son los presos y no los dueños. Voilà, Pep. Comment elle est, Salut. Salut. Tu te rappelles comment on en a bavé ici? Ouais. C'était pas clean, hein. Mais moi, ce que j'en garde quand même, c'est qu'il y avait une sacrée solidarité, quoi. Oui. Entre nous et avec les gens de la Coppel qui nous ont tout de suite accueillis. Oui. Comment tu avais ressenti ça, toi? Ouvert, fraternel, où là, on était tous égaux. Il n'y avait pas de différence entre Exactement. nous et les gens qui étaient là pour d'autres motifs. Ni Dieu, ni maître, ni patron. Voilà, c'est ça. Dicen que dice la ley que somos iguales. Nadie te dirá en qué sitio, pues nadie lo sabe. Dime, dime, ¿para quién hicieron la cárcel? Porque el rico nunca entra y el pobre nunca sale. Dime quién decide aquí cómo hay que bailar. Y algunos siempre van para adelante y todos los demás siempre van atrás. La rencontre avec la Coppel, ça a été étonnant quand même. Bon, d'abord, on n'a pas joué les politiques, nous. Non. On leur a dit, nous, on est comme vous. Politique ou pas politique, on n'en a rien à foutre. Et je pense que ça, ils l'ont compris et aimé. C'est pour ça qu'on était si bien avec eux. C'est qu'on n'essayait pas de leur imposer notre modèle, on vivait avec eux. Y parecía prehistórico aquello, una cueva como prehistoria, ¿sabes? Y bueno, y empezamos, nosotros enseguida nos relacionamos con la gente de la Coppel. Vimos que el asunto de la Coppel era importante, que era una cuestión social. Y hablábamos a los delincuentes, hablábamos de la necesidad de organizarnos socialmente para romper un sistema que nos estaba jodiendo, como era el sistema capitalista. Y a muchos lo convencimos, a bastantes. Y entonces llegaste tú y formamos el grupo que controlaba las violaciones, los robos y toda esta trampería, ¿no? Oui, pour nous qui nous réclamons de libertaires, on ne pouvait qu'adhérer à ce que faisait la Coppel, tout en restant conscient que eux, c'était pas des anards, c'était pas la révolution. Mais leur démarche était intéressante. La relación que tuvo la CNT con la Coppel a nivel de organización, al principio sobre todo, fue clara y decidida. Y luego, a nivel individual, muchos militantes de CNT
apostaron todavía más por apoyar las luchas de Coppel. Por la época más o menos, a principios de 1977, surgen los comités de apoyo a Coppel, que la mayoría eran militantes libertarios. Ce modèle d'auto-organisation pendant un certain temps, pendant qu'ils ont laissé faire. Oui. En fait, ne nous trompons pas, hein, ils laissaient faire. Hein. Oui, quand ils n'en pouvaient plus, ils ont tout arrêté. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'était pas de l'autogestion, c'était de l'auto-organisation. Oui. Oui, c'est plutôt ça. Oui, ce serait un peu trop... Ça fait un côté sympathique quand même. Oui, très sympathique. Oui. Oui, surtout en prison. Oui, surtout en prison. Bon, c'est quand même grâce à ce fonctionnement qu'on avait la cellule pour les solidarités. Les gens qui arrivaient, qui n'avaient pas un rond, avec la Coppel, on leur fournissait stylos, enveloppes, dentifrice, tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir à se prostituer, pour vivre proprement, tu vois. Les minimums de la prison. Ouais. Y entonces formamos una organización en la cual pues recogíamos dinero para cuando salían chavales a libertad, no tenían un duro, pues le dábamos 5.000 pesetas, 3.000, lo que podíamos. Cepillo de dientes, comprábamos cepillo de dientes, para papel higiénico, y con ese dinero pues hacíamos esa labor. Ouais. Alors ça, il y a eu des moments forts. Oui, durs. Et il y a eu des moments très très durs. Très durs. Ouais. C'est-à-dire que quand ils se sont fâchés, toi t'en as encore la cicatrice. Hein. Il y a encore un petit signe là, ouais. Non, ça a été, ils n'étaient pas là pour rigoler les mecs. Hein. Non, non, non. Ils tapaient, voilà, ils étaient payés pour taper. Ouais. Et nous on a été le punching ball. Voilà, il fallait plaisir à ça. Año 1978. Las cárceles españolas están en pie de guerra. Motines, revueltas, altercados cada día. Los reclusos denunciaban que dentro de las prisiones persistían los métodos franquistas. Uno de aquellos presos se llamaba Agustín Rueda. Je vais ajouter dans toutes ces questions que nous relayons à Perpignan, ce qui s'est passé pour Agustín Rueda, ce jeune anarchiste espagnol qui était réfugié à Perpignan, qui a passé la frontière, qui s'est fait piéger sur la frontière espagnole, embarqué en prison en octobre 1977. Le 14 mars, on l'apprend, c'est le jour où il se fait tuer, il se fait sauvagement assassiner par les matons. Dans Libération, paraît un article titré « 24 détenus libertaires en grève de la faim » qui signale que le meurtre de Rueda a été suivi quelques jours plus tard de l'exécution à la mitraillette de Miguel Haddad, directeur général des institutions pénitentiaires espagnoles, acte revendiqué par le Grapo. Donc là, ça dépasse le comité anti-répression évidemment, mais je signale l'onde de choc de cet assassinat. On publie une petite plaquette qui est intitulée « Avant qu'il ne soit trop tard », aussi allusion à tous les gens qui meurent dans les prisons espagnoles. Tu passes par la Guardia civile, tu te fais tabasser, tu penses que tu vas y rester. Tu sens vivant, tu rentres en prison, tu dis ouf. Tu rentres dans des prisons où il y a une action collective assez stimulante, je pense, qui tient aussi au ventre. Et paf, là, des gens se font tabasser au point de mourir dans les prisons. Donc avant qu'il ne soit trop tard, on essaie tous de rappeler que du jour au lendemain, on peut prendre la mort de quelqu'un en prison. El asesinato de Agustín Rueda en Carabanchel supuso un mazazo. Fue muy duro y muy quizás desmovilizador porque el asesinato de Agustín en esas circunstancias tan duras a base de torturas engendró miedo también, sobre todo en compañeros jóvenes que no estaban todavía muy fogueados, ¿no? De alguna forma siempre las torturas por parte del Estado y sus esbirros tienen unas connotaciones ejemplarizantes, ¿no? Entre deux mutineries, il y avait des moments où, à part sortir de la prison, on pouvait faire ce qu'on voulait. On voyageait d'une cellule à l'autre, on voyageait dans tous les sens. Oui, le sens de liberté en prison. On avait l'impression d'être presque libre. Presque libre. Presque libre. Vous savez qu'il y avait des murs qu'on ne pouvait pas franchir. Un mur. Un gros mur. Mais à l'intérieur, on bougeait. Ouais.
On pouvait se promener d'un côté à l'autre. Le soir, on avait une cellule boîte de nuit où pétards et lumière faisaient ce qu'il faut pour qu'on se calme. Les pétards à l'époque, il y allait. Les pétards, ça tournait, des lumières rouges. Et alors, on en était même arrivé à un certain moment, je ne sais pas si tu te rappelles, à enlever les serrures et à les mettre à l'intérieur. Ouais. Et le maton, quand il voulait nous voir, il fallait qu'il frappe. Il frappait la porte. Et s'il repartait sans fermer la porte, on collait la puerta. Et bon, on l'a payé cher, ça. On a payé cher. Cette inversion de rôle, on a payé très cher. Ils nous ont pas fait de cadeau. Non. Je crois que ça se fait plus, mais en Espagne, à l'époque, les familles, toutes les familles apportaient de la bouffe. Ah oui. Ils apportaient du jambon, ils apportaient des chorizos. Oui, tout ce qu'ils avaient à la main, c'était en prison. Et nous, on le transformait. Oui, voilà, exactement. On avait fabriqué des fourneaux, on pouvait faire cuire, on fabriquait des gâteaux. Enfin, c'était quand même... Enfin, je sais pas, c'était hallucinant, c'est félinien ce truc, c'est pas pensable. Alors, on n'avait pas de vin rouge. Il n'y avait pas de vin rouge. Mais il y avait quand même une rusée. C'était la sœur de Bonnie qui nous amenait des oranges. Et avec une seringue, elle remplissait les oranges avec du cognac. Je te dis, quand ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois que tu n'as pas bu d'alcool, ça chauffait bien ça. Ça chauffe. Surtout qu'il faisait froid. Ouais, surtout qu'il faisait froid cette année-là, oui. Si de chaque goutte de sang versée par un enfant, si de chaque goutte de sang versée par un enfant jaillissait un coquelicot, la terre ne serait plus bientôt, ne serait plus bientôt qu'une énorme boule rouge, qu'une énorme boule rouge, qu'une énorme boule rouge, rouge comme la honte, rouge comme la honte, qui devrait empourprer nos visages, qui devrait empourprer nos visages. Si nous avions le courage, si nous avions le courage de nous regarder, de nous voir, de nous regarder, de nous voir. Ils n'ont jamais revendiqué le fait d'être anards. Mais moi, j'aimerais bien que tous les anards aient la démarche qu'avaient ces gens-là. Parce que, sans même s'en rendre compte, ils étaient complètement anards. Hein, ils s'étaient organisés, ils savaient, il y avait des débats, il y avait des rencontres. Et moi, je trouvais ça assez exceptionnel qu'on arrive à faire ça dans une prison avec des droits communs. Moi, sans être béni oui-oui, je trouvais ça génial. Mais écoute, le parloir, c'est quand même un endroit bizarre. C'est un endroit où tu es content de voir soit de la famille, soit des amis très proches. Et c'est aussi là où tu peux te mettre à flipper parce que tu dis, pendant des années, je vais les voir qu'à travers ça. Donc c'est pas forcément gay. Donc les personnes qui sont venues me voir, c'est en premier, c'est mon ex-femme, puisque encore mariée malgré tout, elle avait les autorisations pour venir. Après, ça s'est un peu organisé, c'est-à-dire qu'il y avait 3 copines à qui elle prêtait son passeport et qui se maquillaient de façon à lui ressembler un peu, d'avoir les cheveux blonds et d'avoir des lunettes. Et qui venaient... Alors c'était à la fois sympa et amusant, mais à la fois tu te disais, attends, si elle se fait choper, elle n'est pas prête de sortir de prison, tu vois, c'était quand même, c'était pas neutre, c'était quand même très fort de faire ça pour venir me voir, c'était... Eh ben, j'étais pas très rassurée, c'est la première fois que j'allais voir quelqu'un en tôle. Et puis j'avais peur de ce que j'allais trouver. Ben, dans un premier temps, ça a d'abord été l'accueil, parce que j'ai été tout de suite prise en main par la sœur de Bonnie, qui elle allait voir son frère, je suppose. Et j'ai pas des souvenirs très précis, mais je me souviens d'une cohue, d'un brouhaha.
Et puis à un moment, il y a eu le signal où on pouvait aller au parloir. Et là, ça a été vraiment la ruée pour pas perdre de temps. Et arrivé là-bas, c'était... D'abord, j'ai vu Vic, qui m'a semblé fatigué, malgré ce qu'il a pu me dire après. Et puis, il y avait un bruit pas possible, quoi. Ils étaient tous alignés derrière les vitres et c'était pas léger, quoi, comme situation. Et moi, j'étais inquiète tout le temps et j'aurais voulu lui dire plein de choses, mais je pouvais pas le regarder dans les yeux en parlant, parce que les trous dans la vitre étaient en hauteur, donc pour pouvoir lui parler, j'étais obligée de me hisser vers les trous, donc c'est délicat, c'est compliqué de parler à quelqu'un sans le regarder dans les yeux. On rentrait dans la cabine. Alors, à l'époque, il n'y avait pas ces petits trucs électroniques bien pratiques. Il y avait 3 petits trous qui étaient là. Et 3/4 du temps, tu étais obligé de te mettre sur la pointe des pieds. Alors, soit tu voyais ceux qui venaient de voir, soit tu les entendais. Mais les deux en même temps, c'était pas possible. Et ça a été très rapide. On s'est très peu parlé, finalement. Vic m'a dit qu'il allait bien. Je pense qu'il avait déjà commencé une grève de la faim. À la Modelo, j'ai fait 3 grèves de la faim. J'en ai fait une quelques jours après être rentré. Et puis après, il y a eu énorme, une très très grosse. Et la dernière que j'ai faite, c'était à la fin de mon séjour à la Modelo, à cheval, sur la prison d'Alcalá de Henares, où j'ai été transféré. Quand je suis arrivé à Alcalares, j'avais déjà fait une 15 à 20 jours de grève de la faim déjà. C'était un acte politique. Les taulards, eux, ils se coupaient. Nous, on ne voulait pas se faire couper parce qu'on ne voulait pas laisser de traces inutiles pour les polices à venir. Donc on avait décidé quand même, par solidarité et aussi pour nous, de faire une action. Donc avec Bernard, avec Bonnie, on s'est mis en grève de la faim. Et là, celle-là, la première a duré dans les 25 jours et ça a été pour les autres jusqu'à 32 jours. Je veux dire, les jours les plus durs, c'est les 5 premiers jours. Là, vraiment, tu as faim, tu vois. Vraiment, tu as faim et tu bois de l'eau et tu as toujours faim et tu bois de l'eau. Au bout d'une semaine, c'est plus du tout pareil. Tu as envie de manger, mais tu n'as plus faim du tout. Donc, je trouve que ça se passe sans trop de dégâts, c'est assez facile à tenir. Tu dis ça. Je dis ça. Quand je suis sorti de la Modelo, évidemment, j'étais content d'être sorti. Hein. On est toujours content quand on sort d'une tôle. Mais il y a quelque chose qui ne passait pas. C'était de savoir que les copains étaient eux, en tôle, et peut-être pour 5, 6, 10 ans. Tu vois. Ça, j'arrivais pas à le digérer. Donc, il n'y avait qu'une chose à faire, c'était d'essayer de les faire sortir. Le premier qu'on a essayé de faire sortir, c'était Bonnie, qui était à Alcalá de Henares. Et là, j'avais un peu discuté avec un maton qui avait l'air plutôt sympa pour un maton et qui me racontait ses problèmes, qu'il ne gagnait pas assez d'argent, que c'était la panique, que c'était un truc très très chiant. Et j'avais enregistré tout ça. Et donc j'arrive à reprendre contact avec lui et je lui propose une grosse somme d'argent s'il arrive à ouvrir une porte pour que Bonnie sorte. Ok, on décide un jour. J'attends, on s'était procuré l'argent nécessaire pour financer l'opération. Et au moment d'y aller, je ne sais pas, j'ai comme un doute. Je demande aux copains chez qui j'habitais, écoute, tu veux pas faire un saut, toi, au bistrot où j'ai rendez-vous? Parce que je le sens pas, je sens que ça va pas, ce truc. Et il me dit, bon, écoute, moi j'y vais et je reviens.
Il revient à peu près 3/4 d'heure après et il me dit surtout n'y va pas, il y a des flics partout, c'est bourré de flics. Alors là, vite fait, bien fait, le premier train pour la France et hop, je rentre à la maison avant de me faire serrer. Girona, Figueres, Portbou, Cervera, Perpinyà.